Nous allons à Kiev. David Verrak, vous retrouvez avec ce procès pour crime de guerre de ce jeune soldat russe de 21 ans qui a reconnu les faits, qui a demandé pardon, qui risque la peine de prison à perpétuité. Et l'audience du jour vient de se terminer. Dans son box vitré. Alors, la tâche de... Oui, l'audience aura duré à peine 1 heure dans la salle qui est juste derrière moi avec les portes désormais closes. Vous avez pu voir tout à l'heure, grâce aux images de Quentin Donjou, qu'on pouvait rentrer à l'intérieur. Les caméras pouvaient faire des allers-retours assez librement, ce qui est assez inhabituel pour nous. Cette audience d'1 heure, elle a été assez courte. Elle a uniquement servi à la plaidoirie de l'avocat de la défense. Alors, quel a été l'axe de plaidoirie de cet avocat? Eh bien, il a essayé de jouer sur le statut de militaire de l'accusé Vadim Chichimarine, 21 ans. Un militaire, selon cet avocat, ça obéit aux ordres. Et c'est bien à un ordre qu'a obéi ce jour-là Vadim Chichimarine quand il a tiré sur cet homme fin février dans le nord-est de la Russie. On écoute l'avocat de la défense. C'est l'absence de préméditation pour tuer cette personne et je considère que le meurtre d'un civil, même sur ordre, n'est pas un crime de guerre. Si on prend d'autres situations qui se déroulent en Ukraine, Boutcha, Irpin, il y a cet article qui est opérant. Mais on est en temps de guerre. Il devait exécuter cet ordre, et donc ça veut dire qu'il ne voulait pas le tuer, et ça a une valeur juridique. Et donc c'est bien dans le nord-est de l'Ukraine qu'a eu lieu cette fusillade, je vous prie de m'excuser. Ce jour-là, il obéissait donc à des ordres, il avait la pression des gens qui étaient avec lui dans la voiture, des gens qu'il prenait pour ses supérieurs. Il avait perdu son bataillon qui avait été décimé, ils essayaient de rentrer en Russie. Alors cette plaidoirie, elle est rendue très très difficile, vous l'imaginez, parce que ce procès est scruté par les caméras du monde entier, c'est un procès test, un procès très politique, et le but, eh bien, c'est d'atténuer la peine encourue par ce soldat, vous l'avez dit. Hier, le procureur, dans son réquisitoire, a demandé la prison à vie. Il s'est adressé au soldat en lui disant « Vous avez délibérément tiré sur un homme non armé, un civil qui ne représentait aucune menace pour vous. » L'accusé a reconnu l'intégralité des faits. Hier, il s'est excusé face à la veuve de l'homme qu'il avait tué. Et aujourd'hui, à l'issue des débats, en dernier mot, il a à nouveau prononcé des excuses face à la Cour qui doit rendre son verdict lundi prochain. Merci beaucoup, David, pour ces informations en direct et toujours ces images qui, sur le plateau, sont choquantes aussi de ce jeune homme, malgré tout ce qu'il a fait, montré comme ça en pâture au monde entier. Kilina, quand vous écoutez les arguments de l'avocat, qui est ukrainien, qui défend ce russe en disant c'est pas un crime de guerre, il a obéi à un ordre qui était de tuer les civils. Réaction là-dessus? C'est un avocat. C'est un avocat de défense, donc il fait ce qu'il doit faire. Et je crois personnellement que ça doit être un peu difficile de défendre les Russes maintenant, en sachant qu'ils ont commis des crimes, qu'ils ont tué les civils et les défendre. Donc c'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a pu y avoir un ordre donné par des officiers russes pour dire politique de la terreur, tuer des civils quand vous partez? Je vais vous choquer, mais il n'a jamais été dit qu'à la guerre, on ne tuait pas de civils. Et trouvez-moi des exemples de guerre où on ne tue pas de civils. Hélas, non, ça n'existe pas. Toutes les guerres ont tué des civils. Alors maintenant qu'on tue des civils volontairement, c'est autre chose. Ça peut être ce qu'on appelle des actes involontaires ou collatéraux, ou des choses comme ça. Mais malheureusement, toutes les guerres tuent des civils. Et là, si vous voulez, on a un cas qui est utilisé, qui est un cas d'espèce. Mais il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués en Ukraine et pour lesquels il n'y a pas d'éléments pour faire un procès. Boutcha, par exemple, avec des civils avec les mains liées dans le dos. Quel était l'objectif de l'armée russe? Mais quel était l'objectif de l'armée russe? La terreur? Moi, je ne crois pas ça. Je pense que ce sont plutôt des actes individuels parce que ça n'a aucun intérêt de donner ce genre d'ordre au niveau supérieur. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne peut avoir que des aspects négatifs. En revanche, vous savez, quand vous déchaînez la violence et quand vous donnez l'armement, la puissance et la violence à des hommes, ils en abusent toujours. Dans la trentaine de conflits que j'ai couverts dans le quart de siècle écoulé, il y a toujours des épisodes d'équipés sauvages. Il n'y a plus de guerre conventionnelle. Il n'y a que des guerres miliciennes où, à un moment donné, vous donnez à un jeune type un pouvoir extraordinaire qui est celui de sa Kalachnikov. Et là, il y a une abolition
du discernement. Ouais. On ne disait pas de philo, 30 secondes quand même. Hannah Arendt, La banalité du mal. Eh bien, c'est dans ces lignes-là que vous retrouverez cette incroyable facilité qu'il y a à donner la mort pour un type dont on peut se dire qu'il est le copain de notre fils aîné. Absolument. Merci beaucoup. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christophe Moulin pour la suite et nous, on se retrouve